Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir, essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est JDAM, Joint Direct Attack Munitions, qui d'après le New York Times et d'après Bloomberg, vont être livrés avant fin juin à l'armée ukrainienne pour pouvoir frapper sur la ligne de front, mais également un petit peu en profondeur par rapport à la ligne de front, les Russes. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer dans un premier temps ce qu'est la JDAM, ce qu'est la JDAM ER, Extended Range, à portée augmentée, qui permet de passer la portée de cet armement théorique de 25 km à 70 km environ si tiré dans des conditions optimales. Ensuite, derrière, je vais vous détailler pour moi les plus et les moins de cette munition dans la situation. Comment est-ce que les Ukrainiens pourraient l'utiliser alors qu'ils ne sont pas équipés d'avions de chasse occidentaux compatibles avec cet armement à l'instant T. Et ensuite, derrière, je vais faire une petite mission. Je vais vous expliquer comment est-ce que si je me retrouvais aux commandes d'un MiG-29, par exemple, équipé de JDAM, je l'utiliserais, quelles seraient les différentes étapes pour pouvoir mettre en œuvre cet armement et atteindre l'état final recherché sur la ligne de front ou légèrement en profondeur, à savoir détruire un objectif connu à l'avance. Juste avant, j'en profite pour vous présenter mon tout nouveau livre, Au-delà de l'Ukraine, qui va être disponible sur Amazon d'ici la fin de la semaine normalement, mais qui est déjà disponible à la prévente sur debrief.org, notre site web, le nom de mon entreprise. On fait de la conférence et de la formation professionnelle, mais également des stages grand public ou pour les entreprises. Et quel est l'objectif? Faire de vous un citoyen armé d'une prise de recul sur la troisième dimension. Ce qui nous amène directement sur le sujet du jour, les JDAM pour Kiev. Donc il y a eu un package de 1,9 milliard de dollars qui a été annoncé en décembre dernier de la part des Américains. À l'intérieur de ce package, d'après des sources qui ont donné des informations au New York Times, puis ensuite à Bloomberg, il y a environ 41 millions de dollars pour Boeing qui doit livrer avant fin juin 2023 des JDAM, d'après le New York Times, des JDAM ER, donc avec une portée augmenté grâce à des petites ailes, d'après Bloomberg. Alors, qu'est-ce que c'est que le JDAM? Le JDAM, à la base, c'est un kit à 25 000 dollars qui est fabriqué par Boeing et qui sert à mettre un senseur GPS sur un corps de bombe, qui soit de 500 livres, qu'il soit de 1000 livres ou de 2000 livres, donc ça fait en gros 220 kilos, afin de rendre un corps de bombe avec de l'explosif intelligent, l'amener à savoir connaître sa position dans les 3 dimensions et se guider. Donc senseur GPS et kit de guidage GPS. Ça fait donc d'une bombe bête, comme on dit, une bombe conventionnelle, une bombe intelligente. Néanmoins, attention, il vous faut de la réception GPS et surtout des coordonnées GPS de la cible à taper. Pour ce qui est de la JDAM ER, alors là on a une portée théorique de l'ordre de 70 km, ça nous vient à la base des Australiens. Les Australiens qui, dès les années 70, se sont dit ça pourrait être intéressant de prendre de l'armement conventionnel et d'essayer d'augmenter sa portée grâce à des ailettes. Ils ont fait des tests avec ce qu'ils appellent le Glide Test Véhicule, qui était un système avec des ailes mis sur un corps de bombe de 250 kg, une MK82, et là ils ont fait 4 tests en 88-89, ça a bien marché. Ils ont donc décidé d'ouvrir un projet, le projet Kerkania, où il y a eu en 1991 des vols, mais en 1992, suite à l'effondrement de l'URSS, annulation des budgets. Avec la montée des JDAM, développés initialement en 1992, qui ont fait leur premier test en 97, il y a eu quand même 450 tirs d'entraînement effectués pour pouvoir qualifier l'armement, et 95% de ces tirs avaient une précision inférieure à 10 mètres. Avec l'arrivée des JDAM, les Australiens se sont dit on pourrait peut-être essayer de combiner notre technologie à celle des Américains. Et en 2001, un nouveau programme est né avec de nombreux tests en soufflerie et un gros travail également sur le logiciel de pilotage de la bombe. 2006-2008, ils ont créé un démonstrateur qui s'est bien passé. Et derrière, en 2009, ouverture du projet JP 3027 avec premier vol dans la foulée et une certification en Australie à Woonera en 2013, ce qui a permis aux Australiens de recevoir leur premier JDAM ER à partir de 2015 dans les forces, JDAM qu'ils pouvaient utiliser depuis les F-18 australiens. À noter tout de même, lors de la qualification, ces tirs ont eu lieu entre 10 000 et 40 000 pieds. On n'est pas sur du tir très basse altitude pour la JDAM ER, ce qui est logique puisque vous voulez qu'elle vole. Et c'est seulement pour le corps de bombe de 500 livres, donc 225 kg, la MK82. De leur côté, Boeing
travaille également avec les Coréens et aurait travaillerait sur adapter un kit de JDAM-ER sur la bombe de 2000 livres, donc en gros sur le corps de bombe de 1 tonne. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais il faut un avion, il faut un vecteur pour pouvoir tirer cette JDAM ou cette JDAM-ER. Vous avez peut-être pensé aux drones, et oui, depuis quelques années, les drones Reaper peuvent tirer de la JDAM. Néanmoins, à l'heure actuelle, il n'est pas question de livrer des Reaper. Et l'autre problématique, c'est que pour pouvoir tirer ce type d'armement, si vous voulez qu'il ait une bonne portée, il faut le tirer avec une grosse vitesse. Et les drones comme le Reaper ne vont pas très vite, donc vous ne maximisez pas les capacités. Néanmoins, on pourrait se dire on monte à très haute altitude et ça permet de tirer la bombe. C'est une possibilité, le domaine est ouvert, apparemment ce n'est pas ce qui est retenu à l'heure actuelle pour Kiev. Donc, nous nous retrouvons avec du MiG-29, du Sukhoi 27, du Sukhoi 24 ou du Sukhoi 25, ce qui équipe actuellement l'armée de l'air ukrainienne pour mettre en œuvre ces JDAM avant fin juin. Nous avons vu cette année que l'AGM-88 a pu être adapté sur MiG-29 et sur Sukhoi 27. Il va donc falloir réussir à accrocher les JDAM à ces aéronefs et si possible leur mettre une petite buse de liaison, la 1000 standard 1760C. Pourquoi? Parce que votre JDAM, pour pouvoir fonctionner, elle a besoin de savoir, avant d'être tirée, sa position précise, mais également le vecteur vitesse de l'avion. Il faut donc lui passer la position de l'aéronef et son vecteur vitesse avant le tir pour que cela fonctionne. Ça, c'est dans le cas occidental. Donc, soit les ingénieurs arrivent à créer cette liaison entre la centrale à inertie de l'avion et la bombe, soit il va falloir réussir à débrider, si on peut dire, la JDAM pour qu'en permanence, eh bien, elle puisse tourner, qu'elle ait une batterie nécessaire qui lui permette, depuis la mise en œuvre de l'avion au sol où on connaît la position et le vecteur vitesse qui est nul, jusqu'au tir, où qu'elle connaisse sa position et qu'elle puisse la traquer en permanence, qu'il y aurait sûrement une contrainte sur la durée du temps de vol. Donc une des deux solutions va devoir être retenue pour qu'on puisse accrocher de la JDAM sur les MiG ou les Sukhoi 27. Après, combien de JDAM? Eh bien, ça va dépendre des accroches, mais je pense qu'on peut facilement partir sur 4 250 kg, si ce n'est plutôt même 6 250 kg. Pour la petite histoire, l'équivalent un peu français de la JDAM, ça va être l'A2SM, qui a une capacité également à avoir un booster, qui est très intéressant d'un point de vue tactique et que j'ai eu la chance, si on peut dire, de tirer au combat. En termes de précision, quand vous avez la précision GPS avec des bonnes coordonnées, vous êtes vraiment sur du métrique. On parle de cercles d'incertitude de l'ordre de 5 mètres avec le GPS, de l'ordre de 30 mètres sans le GPS. Dans la réalité, vous êtes sur du métrique. Ça marche très très bien. Maintenant, attention, on va parler des contraintes et des avantages et les qualités des coordonnées GPS vont être vitales. La contrainte numéro 1, c'est bien d'avoir ce type d'armement, mais il vous faut du renseignement, et du renseignement très précis. En Irak, en Syrie, grâce au renseignement américain, tout était cartographié, il était très facile pour des troupes au sol de passer des coordonnées, et il n'y avait pas ou peu de brouillage ou de déception GPS. Le spoofing GPS, on en parle justement dans le livre, c'est faire croire à des personnes au sol qu'elles sont à un endroit différent que ce qu'elles sont réellement en intervenant sur le signal GPS, en émettant un autre signal plus fort par-dessus. Donc il faut faire très attention à la qualité de l'information, la qualité de la désignation de l'objectif, mais c'est connu en source ouverte. Les frappes en HIMARS, donc en artillerie, se font sur de la base du renseignement américain, donc je pense que les Américains à l'heure actuelle ont une capacité à fournir d'excellentes coordonnées aux Ukrainiens pour qu'ils puissent régler leur JDAM. Donc le renseignement, savoir quoi taper, les coordonnées précises, très important, attention au brouillage ou à la deception GPS, le spoofing GPS. C'est moins vrai pour la bombe parce qu'elle a un temps de vol et surtout a ses senseurs au-dessus que pour les personnes au sol qui pourraient, avec des systèmes embarqués de leur côté, extraire des coordonnées. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, vous avez le BDA, Battle Damage Assessment. J'en parle pas mal dans Au-delà de l'Ukraine. Ça a été le talon d'Achille aux premières heures de la guerre des Russes. C'est bien de tirer, c'est encore mieux d'aller au résultat, comme on dit, et de savoir ce que ça a donné. Donc, quand vous tirez en profondeur, c'est plus difficile. Ensuite, le volume. À l'heure actuelle, les Ukrainiens n'ont pas énormément d'avions, on ne voit plus les Sukhoi 27 depuis quelques temps, peut-être qu'ils les gardent en réserve pour ça, peut-être qu'ils sont en train de travailler dessus pour ça. Combien d'armements pourront-ils tirer en même temps avec ces JDAM? C'est une question à voir. Si on met des JDAM sur Sukhoi 27, il y a quand même sûrement moyen d'en prendre pas mal d'un coup. Le dernier point, c'est de l'armement subsonique, détectable par les meilleurs systèmes de défense aérienne. Je ne vous parle pas d'un S-400, je vous parle plus de point defense, de défense de points, avec des systèmes
d'engagement courte portée russe qui normalement sont prévus pour pouvoir engager ce type de bombe. Néanmoins, attention, il faut être dans le volume d'engagement, donc ça veut dire qu'il faut taper à côté d'un de ces systèmes-là, système dont la position est probablement connue par les Américains grâce à leur guerre électronique. Donc attention au choix des cibles et des capacités d'interception. Au niveau des avantages, eh bien là, la précision, la capacité de tirer un petit peu dans la profondeur. Donc attention, c'est pas parce qu'on dit que ça peut tirer à 70 km que ça va forcément aller à 70 km en profondeur. Il faut voir exactement la situation tactique. On peut même rentrer un peu en territoire russe si on connaît la position des sites solaires et des avions de chasse en temps réel pour essayer de trouver une faille passée. Mais de manière générale, ça veut surtout dire qu'on va pouvoir taper la ligne de front ou légèrement derrière la ligne de front sans mettre nos avions en danger. Et ça, c'est le point important avec ces JDAM, c'est ce côté fire and forget. C'est l'équivalent du Fox-3 dont je parle depuis des semaines, voire des mois, voire un an, sur la chaîne, pour l'air-sol. Vous pouvez tirer et faire demi-tour dans la foulée, et c'est exactement ce que je vais vous montrer avec cette petite restitution. Donc, nous avons un MiG-29, nous devons aller traiter un objectif. Le renseignement, probablement américain, nous a sorti des coordonnées GPS. Nous devons taper un quartier général où nous savons qu'il y a une grosse concentration de troupes, par exemple. Donc, nous allons demander à nos mécaniciens, nos armuriers, nos pétafs, comme on dit, nos booms, de régler les JDAM, de donner les coordonnées directement avant le départ en vol, parce qu'on n'a pas la liaison pour pouvoir donner les coordonnées en temps réel dans la bombe depuis l'aéronef. Donc il faut préparer en amont. Donc on collecte le renseignement, on prépare la mission, on fait le réglage de la bombe. Une fois que tout ça c'est fait, on va à l'avion, on met en route, on décolle, on reste à basse altitude, on se rapproche de la zone où il va falloir ouvrir le feu. Et là, on met pleine post-combustion, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, de manière à gagner de l'énergie potentielle de pesanteur. À ce moment-là, il est probable que des sites solaires russes nous détectent. Il est probable également que des Sukhoi 35 nous détectent. On a à peu près 20, peut-être 30 secondes avant qu'ils décident d'ouvrir le feu sur nous. En 20 à 30 secondes, on monte au-dessus des 20 000 pieds. À ce moment-là, on passe sur le dos, on reste en vol rectiligne horizontal quelques secondes. On va sélectionner tir de nos JDAM que l'on va tirer en salve. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Il est peu probable qu'en appuyant sur la commande de tir, un canon ou autre ou missile, ça parte, ça va être des questions de réglage, mais je vous renvoie vers le fait que le premier tir de GBU-12, donc d'armement guidé laser d'un Rafale au combat, c'est un Rafale marine, eh bien, on n'appuyait pas sur la gâchette, si je puis dire, c'est du langage familier, mais il fallait faire du largage des tresses. Donc ça se trouve, le pilote va appuyer sur le bouton de largage des tresses, ça va faire tomber toutes ces JDAM qui étaient déjà allumées, qui savent où aller, soit par un petit réglage différent, soit grâce à la liaison 1000 standard 1760. Maintenant, nos JDAM ou JDAM ER partent vers leur objectif. Des missiles AA-12, des missiles solaires russes sont en route vers notre MiG-29, mais est-ce qu'on a besoin de continuer vers la menace? Est-ce qu'on a besoin d'éclairer laser? Est-ce qu'on a besoin de poursuivre vers le danger? Non, on passe sur le dos, on met plein réduit au niveau des gaz, on leurre, on brouille et on descend vers la basse altitude. Ça s'appelle un abort. C'est un type de trajectoire que je vous partage là parce qu'ils sont partagés sur les réseaux sociaux par les Ukrainiens. On les voit après des tirs TGM-88 faire ça. Et on quitte donc la haute altitude où nous étions interceptables par les AA-12 ou les S-300, S-400 russes pour aller nous cacher entre les arbres à basse altitude, ce qui du fait de la densité de l'air va réduire la portée des missiles adverses et va nous permettre de nous enfuir face à ces tirs en cours contre nous. Donc en résumé, ça va nous permettre, avec la bonne information, de nous rapprocher, de monter, de prendre l'énergie potentielle de pesanteur nécessaire pour donner à notre JDAM de la longe, tirer notre JDAM et partir, nous enfuir. Et oui, s'enfuir fait partie du champ lexical du pilote de chasse. Il faut survivre. Live to fight another day. La mission est faite, on s'en va. Et ce qui est important maintenant, c'est le BDA, Battle Damage Assessment. Il sera fait par satellite, par des troupes au sol, par des drones, bref, par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous le dis en permanence, en conférence ou sur Internet. Le travail de pilote de chasse, c'est un travail d'équipe. Sans les renseignements, il n'y a pas de mission possible. Sans les armuriers, il n'y a pas de réglage de la mission possible. Sans les ingénieurs, on ne peut pas mettre la on peut pas mettre la JDAM sur l'avion. Sans les météos, on ne sait pas par où on va pouvoir passer. Et ainsi de suite, vous l'aurez compris, sans les contrôleurs aériens, c'est une chaîne, une multitude
de personnes, une somme d'individualités qui, mises ensemble, eh bien, nous permettent de réaliser la mission. Et derrière, on va avoir les officiers renseignements qui vont interpréter si la frappe est bonne ou pas. Et si la frappe n'est pas bonne, il faut envoyer des camarades faire une réattaque afin de traiter cet objectif. Voilà, début de semaine, je vous ai fait une vidéo où j'incarnais le rôle du chef de la modernisation de l'armée de l'air ukrainienne. Eh bien, suite à la votation, lundi prochain, je serai russe et je vais devoir réagir face à une livraison de F-16 sur le champ de bataille. Et d'ici là, n'oubliez pas que le livre est disponible en précommande dédicacée et d'ici la fin de la semaine, il devrait être sur Amazon également. Mon objectif, vraiment, j'ai passé du temps, c'est de vous donner la culture militaire nécessaire pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et on vous a même mis des super petits schémas de partout, de manière à rendre ça sympa. Et grâce à Hugo, qui nous a fait des magnifiques illustrations, on a voulu vous expliquer un petit peu l'évolution de la guerre en 3 dimensions. On a même mis les ballons chinois. C'est pas merveilleux? Allez, fly safe.